Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque un gros sujet puisqu'on s'attaque à l'électricité dans votre van. Vous nous posez vraiment beaucoup de questions à ce sujet et c'est bien normal parce que c'est l'une des parties les plus techniques de l'aménagement. En plus, c'est généralement le plus gros poste de dépense quand on fait un aménagement, donc vraiment on n'a pas envie de se louper sur l'électricité. En effet, il y a beaucoup de notions à connaître, beaucoup d'éléments à dimensionner et surtout l'électricité c'est l'étape où il y a le plus de risques pour votre véhicule. Mais pas de panique, dans cette vidéo on va vous donner les bases pour dimensionner correctement et en sécurité votre installation électrique. Cependant, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel pour réaliser cette étape ou alors juste pour valider votre installation. Avant de commencer, il est important d'avoir quelques bases pour bien comprendre les différentes grandeurs électriques dont on va parler par la suite et éviter les confusions. La tension exprimée en volts, c'est la différence de potentiel électrique entre deux points. C'est en quelque sorte la force qui va permettre aux électrons de se déplacer et de créer le courant électrique. La tension, c'est une caractéristique fixe de votre installation électrique. Elle va varier très peu dans le temps et elle sera constante dans tout votre circuit. Et pour l'aménagement d'un véhicule, on va travailler en très basse tension, c'est-à-dire en 12 volts, voire en 24 volts et en courant continu. Le courant électrique il est caractérisé par son intensité ou son ampérage exprimé en ampères. L'intensité correspond au débit de charge électrique, donc en gros c'est un peu la quantité d'énergie qui se déplace dans le circuit. Contrairement à la tension, l'intensité n'est pas du tout constante dans le circuit, elle va varier en fonction des différents éléments qui sont connectés. Et si le circuit n'est pas sous tension, c'est-à-dire par exemple que la borne moins ne rejoint pas la borne plus, alors le courant ne circule pas et l'intensité est nulle. Pour mieux comprendre ces différentes grandeurs, on peut faire une analogie avec un écoulement d'eau qui aurait lieu entre deux lacs. La différence de potentiel, c'est-à-dire la tension, ça correspondrait à la différence d'altitude entre les deux lacs. Le circuit électrique qui correspondrait à la rivière qui rejoint les deux lacs. Et l'intensité, ça correspondrait au débit d'eau qu'il y a dans la rivière. C'est la différence d'altitude entre les deux lacs qui va définir le sens de circulation de l'eau et qui va fournir l'énergie pour mettre l'eau en mouvement. La puissance représente le flux d'énergie, c'est-à-dire l'énergie consommée ou produite instantanément par un appareil. Elle est exprimée en watts et dans le cadre d'un courant continu, elle est le produit de la tension par l'intensité. Par exemple, une pompe à eau fonctionnant avec une tension de 12 volts et une intensité de 2 ampères a une puissance de 24 watts. L'énergie produite ou consommée elle est exprimée en wattheures, elle représente la quantité totale d'énergie consommée ou produite par un appareil sur un temps donné. Elle est calculée en multipliant la puissance de l'appareil par son temps d'utilisation en heures. Si on reprend l'exemple précédent de notre pompe de 24 watts, si elle tourne pendant 1 heure, alors elle aura consommé 24 wattheures. Si elle tourne pendant 2 heures, elle va consommer 48 wattheures. Et attention, c'est super important de ne pas confondre les watts et les wattheures. Les watts, c'est vraiment une puissance, c'est-à-dire une consommation d'énergie instantanée. Les wattheures, c'est une quantité d'énergie. Par exemple, un appareil de 10 watts qui tournerait pendant 1 heure va consommer seulement 10 wattheures, mais un appareil d'une puissance de 1 watt qui tournerait pendant toute une journée va consommer beaucoup plus puisqu'il va consommer 24 wattheures. Cette grandeur est également utilisée pour définir la capacité d'une batterie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle peut stocker. Enfin, la consommation d'énergie est parfois exprimée en ampères-heure. Dans ces cas-là, il faut bien faire attention de comparer des appareils qui fonctionnent seulement à la même tension. Et pour passer d'ampères à wattheures, il suffit de multiplier par la tension. Et comme pour les watts, il faut faire attention de ne pas confondre les ampères et les ampères-heures, c'est pas du tout les mêmes grandeurs. En électricité, vous entendez souvent parler de branchement série ou parallèle. En fait, ça correspond à deux façons de brancher des appareils sur un circuit. Pour résumer, sur un branchement en série, on va mettre les appareils les uns après les autres, c'est-à-dire que l'entrée du deuxième appareil va être branchée sur la sortie du premier. Et pour un branchement en parallèle, comme son nom l'indique, les appareils vont être branchés en parallèle, l'entrée du second appareil sur l'entrée du premier. Dans le cas d'un branchement en série, les appareils vont se partager la tension, mais ils auront tous la même intensité de courant. Et dans le cas d'un branchement en parallèle, c'est l'inverse, tous les appareils auront la même tension, mais auront chacun leur propre intensité. Dans la très grande majorité des cas, quand on fait un aménagement, on fait que des branchements en parallèle, parce que chaque appareil a besoin de la même tension de 12 volts, par contre ils ont tous leur propre intensité. Généralement, un système électrique dans un van ou un fourgon est constitué de 3 éléments fondamentaux. Les consommateurs, c'est tous les appareils qui sont branchés sur le circuit électrique et qui consomment de l'énergie. Donc c'est par exemple les lumières, le frigo, le chauffage, les prises de courant, etc. etc. Par contre, ça ne prend pas en compte les éléments liés au véhicule comme les phares, l'autoradio, etc. qui sont sur un circuit indépendant. Il est super important de bien faire la liste exhaustive de tous ces appareils dès le début parce que c'est ce qui va conditionner le dimensionnement de votre installation électrique.
Ensuite, on a le stockage d'énergie, donc c'est ce qui permet de fournir de l'électricité à tous vos consommateurs en permanence, que ce soit de jour comme de nuit, sur la route ou à l'arrêt. En gros, c'est ce qui permet d'assurer l'autonomie électrique de votre véhicule, et dans un van, en général, ce sera tout simplement la batterie. Et enfin, on a les moyens de recharge, donc c'est tous les équipements qui vont permettre de maintenir la charge de la batterie, voire de la recharger s'il y a besoin. Donc ça va prendre en compte les panneaux solaires, les chargeurs boosters, les coupleurs séparateurs, etc., etc. Le dimensionnement du stockage d'énergie doit être fait en fonction de vos besoins. En effet, le système sera très différent entre un véhicule dédié au bivouac hors des sentiers battus et un véhicule prévu pour aller dans des campings et des aires de camping-car. La première chose à faire, c'est de lister tous les consommateurs qui seront installés dans le véhicule et leurs puissances respectives. Il faut aussi bien prendre en compte les appareils qui fonctionneront en 12 volts que ceux qui fonctionneront en 5 volts, comme un téléphone branché sur une prise USB, ou encore ceux qui fonctionneront en 230 volts, comme un ordinateur qui sera branché via un convertisseur. Pour connaître la puissance de vos appareils, il suffit de regarder dessus, en général c'est précisé. Si c'est pas précisé sur l'appareil, vous allez trouver l'information dans la documentation. Cependant, parfois on ne trouve pas la puissance de l'appareil, mais plutôt l'intensité. Dans ces cas-là, il suffit de multiplier par la tension pour trouver la puissance. La deuxième étape pour dimensionner votre stockage d'énergie, ça va être de définir votre cas critique d'utilisation. En tout cas, c'est la méthode qu'on vous conseille. Le principe, ça va être de définir le cas le plus critique dans lequel vous voulez être capable d'utiliser votre système électrique en autonomie. C'est là qu'il faut bien avoir en tête la façon dont vous allez utiliser votre véhicule, parce que votre cas critique sera très différent en fonction de si vous vous branchez tous les soirs dans un camping ou une aire de camping-car, ou alors si au contraire vous êtes tout le temps en bivouac et donc en autonomie. Dans notre cas, par exemple, notre cas critique, c'est de pouvoir faire 2 jours de montage intensif sans aucun moyen de recharge, si par exemple on est en bivouac et qu'il n'y a pas du tout de soleil. On va donc reprendre la liste de tous nos consommateurs et calculer le temps d'utilisation dans la situation du cas critique. Bien sûr, tous ces temps d'utilisation, ça reste des estimations, parce qu'il est très difficile de savoir précisément combien de temps on va utiliser la pompe à eau par exemple. De même, dans le cas d'un ordinateur portable ou d'un frigo, la puissance qui est affichée, c'est généralement la puissance maximale, mais en réalité l'appareil ne tourne pas à cette puissance en permanence. Ce qui serait plus intéressant, ce serait de trouver la puissance moyenne, mais c'est une donnée qui est un peu plus compliquée à trouver. Cependant, si vous voulez avoir une estimation un peu plus précise de la consommation d'énergie de votre frigo, vous pouvez utiliser une autre donnée constructeur. En général, il vous donne toujours la consommation d'énergie quotidienne en wattheures, qui est beaucoup plus précise que le calcul qu'on vient de faire juste avant. Pour les PC portables, la consommation réelle est encore plus compliquée à obtenir, parce que ça va beaucoup dépendre de ce que vous faites avec votre ordinateur. Cependant, j'ai une petite technique à vous proposer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez charger votre ordinateur portable à 100%. Ensuite, vous l'utilisez pendant environ 1 heure sur batterie. Après ça, vous allez le recharger à nouveau à 100% en prenant soin de chronométrer le temps que ça va prendre. Ensuite, il ne restera plus qu'à multiplier la puissance du chargeur par le temps de recharge et vous aurez la consommation moyenne de votre ordinateur portable par heure. Avec toutes les données précédentes, il est maintenant possible d'obtenir la consommation en wattheures de chaque appareil. Il suffit de multiplier la puissance de l'appareil par son temps d'utilisation en heure. La somme de toutes ces valeurs correspond à la quantité d'énergie totale nécessaire au fonctionnement de votre circuit électrique dans le cas critique défini précédemment. Et on repartira de cette valeur un peu plus tard pour choisir la batterie qui convient bien à nos besoins. La batterie auxiliaire, c'est vraiment un élément indispensable de tout aménagement. Il faut bien la distinguer de la batterie moteur. Donc la batterie moteur, comme son nom l'indique, elle sert à mettre en marche le moteur du véhicule, et la batterie auxiliaire, c'est plutôt la batterie de l'aménagement qui va alimenter tous les équipements qui sont dans la partie habitable. Et contrairement aux batteries moteurs, les batteries auxiliaires, c'est plutôt des batteries à décharge lente. En effet, la batterie moteur, elle doit être capable d'envoyer beaucoup de courant sur un très court laps de temps pour démarrer le moteur. Et une fois le moteur démarré, c'est l'alternateur qui prend le relais et la batterie, en fait, elle se décharge jamais. Et au contraire, tout l'intérêt d'une batterie à décharge lente, c'est d'être capable d'envoyer un courant beaucoup plus faible, mais sur une durée beaucoup plus longue. Donc c'est beaucoup plus adapté à un aménagement pour, par exemple, laisser les LED allumés toute la soirée. La première technologie, c'est la technologie des batteries liquides ouvertes. Donc c'est une technologie qui est déjà assez ancienne et qu'on ne conseille pas forcément pour l'aménagement d'un véhicule. En effet, c'est des batteries qui sont vraiment pas très chères, mais elles sont aussi très peu performantes. En plus, elles présentent 2 gros inconvénients pour l'installation dans un véhicule. Le premier inconvénient, c'est que c'est des batteries qui demandent un entretien très régulier. Et le second inconvénient, c'est qu'il faut aussi prévoir un lieu de stockage aéré, parce que quand on va recharger ce type de batterie, il va y avoir un dégagement gazeux, donc vraiment on ne peut pas la stocker n'importe comment. Donc vraiment, on vous conseille d'oublier ce genre de batterie pour un aménagement. Les batteries VRLA sont déjà beaucoup plus adaptées à l'aménagement d'un véhicule. En effet, contrairement aux batteries à liquide ouverte, c'est des batteries qui sont étanches et qui ne demandent aucun entretien. Sous ce terme VRLA, on retrouve en fait 2 technologies de batteries, les batteries AGM et les batteries GEL. Techniquement, la différence entre une batterie AGM et une batterie à liquide, c'est que cette fois-ci, l'électrolyte liquide va être absorbé dans une natte en fibre de verre. Cette technologie, elle permet des courants de décharge assez élevés, mais par contre, elle n'a pas une très bonne durée de vie.
on parle de 600 à 800 cycles à 50% de décharge. Comme son nom l'indique, dans une batterie gel, l'électrolyte ne va plus être sous forme liquide mais bien sous forme de gel. C'est une technologie qui est vraiment plus chère que la technologie AGM, mais par contre elle va permettre des durées de vie bien plus élevées. On parle de 800 jusqu'à 1200 cycles de décharge à 50%. Pour ces deux technologies AGM et gel, les décharges profondes sont à éviter car elles réduisent très fortement la durée de vie de vos batteries. Par exemple, avec des décharges à 80%, les batteries AGM ou gel ont une durée de vie inférieure à 500 cycles. Il faut savoir que ces trois premières technologies de batterie reposent toutes sur la même technologie de base, à savoir la technologie plomb-acide qui a été inventée il y a plus de 150 ans. Dans les années 2000, il y a une nouvelle technologie qui fait son apparition, c'est les batteries lithium, et plus précisément les batteries lithium-fer-phosphate. C'est une technologie qui a une densité d'énergie bien plus importante que les technologies au plomb, ce qui va permettre de réduire très fortement le poids et l'encombrement des batteries. Concrètement, une batterie au lithium va être 3 fois plus légère et 2 fois plus petite qu'une batterie au plomb de même capacité. C'est également une technologie qui permet d'avoir une durée de vie bien plus élevée, autour de 3000 cycles à 80% de décharge. Et en plus, elles ne craignent pas du tout les décharges profondes, donc on peut vraiment les utiliser sur 100% de leur capacité. Donc on voit bien que la technologie lithium elle est vraiment plus performante sur tous les points par rapport à la technologie au plomb. Mais avec tous ces avantages, vous vous doutez bien qu'il y a aussi un inconvénient, et on y arrive. L'inconvénient principal, ça va être le prix d'achat de la batterie. En effet, même si les prix ont pas mal baissé ces dernières années, le prix d'achat reste beaucoup plus élevé que pour une batterie au plomb. Mais malgré le prix d'achat élevé, c'est vraiment la technologie qu'on vous conseille en 2024 parce qu'elle est vraiment supérieure sur tous les points techniques par rapport à la technologie au plomb. Et en plus, quand on prend en compte la durée de vie plus élevée des batteries lithium, on se rend compte qu'en fait, c'est un bien meilleur investissement. Pour trouver la capacité de batterie dont on a besoin, on va repartir du calcul d'énergie qu'on a fait dans le cas critique précédemment. Donc dans notre cas, c'était 2280 Wh. Ensuite, on va appliquer un facteur de décharge en fonction de la technologie choisie. Donc dans le cas AGM ou gel, on va appliquer un facteur de décharge de 50%. On va diviser le résultat précédent par 0,5, ce qui va nous donner la capacité dont on a besoin. Donc dans notre cas, ça nous donne 4560 Wh. Et enfin, vu que les capacités de batterie sont plus souvent données en ampères-heure qu'en watts-heure, on va juste diviser ce résultat par 12 pour convertir les watts-heure en ampères-heure. Donc dans notre cas, ça nous donne une capacité de 380 Wh. Avec une batterie lithium, le facteur de décharge il est de 100%, donc on a besoin d'une capacité 2 fois inférieure par rapport à la batterie au plomb, ce qui nous donne dans notre cas 190 ampères-heure. Si jamais vous ne trouvez pas une batterie avec une capacité suffisante, vous pouvez très bien acheter deux batteries et les connecter ensemble. Dans ce cas-là, il faudra les connecter en parallèle pour conserver la tension de 12 volts et additionner les capacités des deux batteries. Par contre, attention, dans ce cas-là, il faut bien prendre deux batteries totalement identiques. Un autre critère important à regarder pour choisir votre batterie, ça va être le courant de charge et le courant de décharge maximal. Le courant de charge, c'est ce qui va vous limiter dans la vitesse de recharge de votre batterie. En général, il est plus faible sur les technologies plomb que sur les technologies lithium. Et le courant de décharge, c'est ce qui va vous limiter sur la puissance des appareils que vous pouvez brancher en simultané dans votre système électrique. Donc si on reprend le tableau des consommateurs qu'on a fait précédemment, il faut que la puissance cumulée de tous les appareils soit inférieure à la puissance maximale en sortie de la batterie. Enfin, pour finir sur le sujet des batteries, j'aimerais dire qu'il faut savoir prendre un peu de recul sur les calculs. Par exemple, si après tous ces calculs, vous trouvez qu'il vous faut une batterie d'une capacité de 1000 ampères-heure, peut-être qu'il y a un souci quelque part. Est-ce que vous n'avez pas un peu trop surestimé votre consommation? Est-ce que vous n'avez pas prévu trop d'appareils électriques dans votre véhicule aménagé? Et sinon, est-ce que le cas critique que vous avez utilisé pour le calcul va vraiment se produire? Parce que le but, c'est pas non plus de prévoir une centrale électrique qui au final ne servira qu'une seule journée dans l'année. Donc au final, si vous en avez vraiment besoin, rien ne vous empêche d'installer 1000 ampères-heure de batterie. Il faut vraiment être sûr de soi et en avoir vraiment besoin parce que ça risque de coûter très très cher. Maintenant qu'on a vu comment bien choisir sa batterie, on va pouvoir passer au sujet suivant qui est celui des chargeurs de batterie. Le premier moyen de recharge, c'est la recharge via le soleil, donc la recharge avec des panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires. Cette méthode elle présente deux gros avantages. Le premier, c'est que c'est une recharge qui est totalement gratuite une fois qu'on a installé les panneaux solaires. Et en plus, elle peut se faire n'importe où à partir du moment où le soleil est présent, qu'on soit à l'arrêt ou sur la route. Mais la recharge solaire, elle a aussi un très gros inconvénient, c'est qu'elle est très dépendante de l'environnement. Forcément, dans des zones très ensoleillées, en été par exemple, ça va très bien recharger, ça va être très efficace. Par contre, dans des zones moins ensoleillées ou en hiver, la recharge va être beaucoup moins efficace. Et en cas de temps couvert pendant plusieurs jours, la recharge peut rapidement devenir très compliquée. Le second moyen de recharge qui est fréquemment utilisé, c'est le coupleur séparateur qui va permettre de recharger via l'alternateur du véhicule et donc de recharger en roulant. En fait, lorsque le moteur est allumé, l'alternateur va se mettre à tourner et à recharger de la batterie moteur. On a alors la tension de cette batterie qui va augmenter et lorsque le coupleur séparateur va repérer cette hausse de tension, il va coupler les deux batteries, donc la batterie auxiliaire et la batterie moteur, pour que l'alternateur recharge les deux batteries en même temps. Et lorsque le véhicule est à l'arrêt, la tension de la batterie moteur va redescendre et donc le coupleur séparateur va découpler les deux batteries pour éviter de décharger la batterie moteur. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on est plus dépendant de l'environnement et de la météo pour recharger. Il suffit de rouler et on recharge nos batteries.
Par contre, on est obligé de rouler pour recharger et ça peut être embêtant si on prévoit de rester plusieurs jours au même endroit. Et au niveau des inconvénients, il faut quand même savoir que le coupleur séparateur, il en a quand même pas mal. Le premier gros inconvénient, c'est qu'il ne permet pas de recharger les batteries à 100%. En général, on va pouvoir recharger les batteries jusqu'à 80 voire 90%, mais pas au-delà. De plus, cette technologie n'est pas compatible avec les véhicules récents qui ont des alternateurs dits intelligents. Donc en gros, ça concerne tous les véhicules qui sont sortis après 2011. Et il faut savoir qu'en général, elle n'est pas non plus compatible avec la technologie lithium. Et enfin, les tensions des batteries moteurs et auxiliaires doivent être égales pour que ça puisse fonctionner. Et il est aussi conseillé que les capacités des deux batteries soient assez proches pour éviter de les user trop vite. Le troisième moyen de recharge qu'on propose, c'est le chargeur DC-DC, qui fonctionne sur le même principe que le coupleur séparateur, c'est-à-dire qu'il va relier la batterie auxiliaire et la batterie moteur quand on roule pour pouvoir recharger avec l'alternateur. Il coûte beaucoup plus cher qu'un simple coupleur séparateur, mais il va corriger tous ses défauts, il va fonctionner avec tous les véhicules, peu importe leur âge, il va proposer une recharge beaucoup plus efficace qui va permettre de recharger à 100% les batteries, et en plus on peut avoir deux batteries totalement différentes entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire, ça posera aucun souci. Le quatrième moyen de recharge, c'est le chargeur secteur. Donc le chargeur secteur, c'est ce qui permet de se recharger sur des prises de courant en 230 volts alternatifs. Donc en gros, les prises qu'on a à la maison. C'est un chargeur qui est assez efficace et plutôt rapide. Forcément, le gros inconvénient de ce chargeur, c'est qu'il faut avoir accès à une prise électrique. Donc ça ne va pas forcément être très utile si on fait un véhicule dédié au bivouac. Et enfin, le dernier moyen de recharge dont on va vous parler, il est beaucoup plus rare mais il existe. C'est le groupe électrogène qui va permettre de recharger les batteries avec de l'essence. C'est pas vraiment une technologie qu'on va vous conseiller parce que c'est quand même très bruyant, très encombrant et en plus c'est aussi très polluant. Mais c'est une possibilité si jamais aucune autre solution n'est viable dans votre cas ou bien comme système de secours. Bien sûr, il est tout à fait possible de cumuler les différentes technologies. Par exemple, nous dans notre van, notre source d'énergie principale, ça va être l'énergie solaire. Mais on a aussi un chargeur DC-DC qu'on allume si jamais on n'a pas beaucoup de soleil pendant plusieurs jours. Et on a aussi un petit chargeur secteur de secours au cas où, mais qui nous sert absolument jamais parce qu'on fait que du bivouac. Bon, maintenant que vous avez choisi vos moyens de recharge, on va pouvoir passer au dimensionnement. Le système de recharge solaire, il est en fait composé de deux éléments. On a bien sûr les panneaux solaires, mais on a aussi un régulateur. Le rôle du régulateur, ça va être en gros de convertir la tension des panneaux solaires en 12 volts pour pouvoir recharger la batterie. La première chose à faire, ça va être de déterminer la puissance de panneaux solaires que vous souhaitez en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction de la place disponible sur le toit de votre véhicule. Contrairement à la batterie, là, ça va être beaucoup plus difficile de prédire la puissance de panneaux solaires nécessaire avec précision, car le rendement va beaucoup dépendre de l'exposition au soleil qui varie en fonction des saisons, mais aussi de la zone géographique. Par exemple, sur notre précédent fourgon, on avait 600 watts de panneaux solaires sur le toit. Au mois de mai au Portugal, on dépassait facilement les 500 watts de puissance solaire, donc on rechargeait super vite nos batteries. Par contre, en Turquie, pendant l'hiver, on dépassait rarement les 200 watts car le soleil était beaucoup plus bas. En bref, il n'existe pas vraiment de règle pour dimensionner la puissance des panneaux solaires sur un véhicule aménagé. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre au moins autant de puissance de panneaux solaires que de capacité de batterie. Donc si vous avez une batterie de 100 Ah, mettez au moins 100 watts de panneaux solaires. Et si vous pouvez même doubler cette capacité. Pour 100 Ah de batterie, mettre 200 watts de panneaux solaires. Après, c'est pas vraiment la peine de trop surdimensionner les panneaux solaires parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas de soleil, ça ne rechargera pas. Faut mieux investir dans un second moyen de recharge. Et d'ailleurs, quand vous allez acheter vos panneaux solaires, vous allez entendre parler de panneaux polycristallins, de panneaux monocristallins et encore de panneaux bas contact. Tout ça, c'est différentes technologies de panneaux solaires avec des rendements différents. Sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à puissance équivalente, plus le panneau a un bon rendement, plus il sera petit. Mais par contre, un panneau de 100 watts, ça reste un panneau de 100 watts, peu importe la technologie. Et d'ailleurs, attention à ne pas confondre les panneaux bas contact et les panneaux full black ou black, qui sont en fait juste des panneaux de couleur noire. Une fois le parc de panneaux solaires défini, il faut choisir un régulateur solaire adapté qui sera capable de gérer la puissance des panneaux. Il existe deux types de régulateurs solaires, il y a les régulateurs PWM et les régulateurs MPPT. Nous, on vous conseille vraiment les régulateurs MPPT qui ont un rendement bien supérieur. Les régulateurs, ils sont définis par deux caractéristiques importantes. On a tout d'abord l'intensité de courant en sortie du régulateur et ensuite on a la tension de panneau maximale. Pour connaître la tension max de vos panneaux solaires, il suffit d'aller regarder leur fiche technique et de trouver leur tension de circuit ouvert, souvent abrégée VOC. Par exemple, sur notre précédent fourgon, on avait deux panneaux solaires de 300 watts avec une tension maximale de 35,5 volts. Vu qu'ils étaient branchés en série, ça faisait une tension totale de 71 volts. Il faudra donc prévoir un régulateur qui acceptera au minimum cette tension, et on vous conseille même d'ajouter 10 à 20% de marge car la tension des panneaux solaires elle est mesurée à 25 degrés, mais à basse température elle sera un petit peu plus élevée. Ensuite, il faut calculer l'intensité de courant en sortie du régulateur en fonction de la puissance de vos panneaux solaires. Par exemple, avec 600 watts de panneaux solaires, on peut avoir en théorie jusqu'à 50 ampères sur la sortie 12 volts. Pour le coupleur séparateur, le dimensionnement il va être assez simple, il faut juste choisir un modèle qui va être capable d'encaisser l'intensité de votre alternateur. Donc par exemple, si le courant de charge maximal de votre alternateur il est inférieur à 120 ampères, vous pouvez choisir le modèle Victron Energy Cyrix 120. On va utiliser la même méthode de dimensionnement pour le chargeur DC-DC et pour le chargeur secteur.
Pour ces deux équipements, la caractéristique qui va nous intéresser, ça va être l'intensité de recharge, donc c'est l'intensité en sortie du chargeur. Plus l'intensité de recharge sera élevée, plus la recharge de la batterie sera rapide. Le calcul il est assez simple. Par exemple, si vous prenez un chargeur de 20 A, il va recharger de 20 Ah toutes les heures votre batterie. Donc si votre batterie fait 100 Ah, il faudra environ 5 heures pour la recharger. Il faut quand même noter que le temps de recharge réel il sera un petit peu plus long parce que la recharge est en réalité un cycle de charge très précis en fonction de la technologie de batterie et la vitesse de recharge elle est maximale seulement jusqu'à 80 voire 90% de la batterie et ralentit ensuite jusqu'à 100% de capacité. Avant de finir, il y a quand même un dernier point à vérifier, c'est l'adéquation de l'intensité de recharge avec les recommandations de votre batterie. Sur les batteries au plomb, il est généralement recommandé de ne pas dépasser 20% de la capacité de la batterie, c'est-à-dire que pour une batterie de 100 Ah, il faut éviter de dépasser un courant de recharge de 20 A. Et pour les batteries lithium, les courants de recharge recommandés sont beaucoup plus élevés. Par exemple, sur notre batterie Crebest de 200 Ah, on peut recharger jusqu'à 200 A. La protection de votre circuit électrique, c'est un élément hyper important. Et si vous avez déjà fait de l'électricité dans une maison, vous pouvez oublier tout ce que vous savez, parce que les normes sont très différentes entre du 230 volts alternatif et du 12 volts en courant continu. Il existe deux types de risques en électricité. Il y a le risque humain, c'est le risque d'électrisation voire d'électrocution, et il y a le risque matériel qui est le risque d'incendie. L'électrisation elle intervient quand il y a un courant électrique qui traverse le corps humain, par exemple quand on touche deux bornes sous tension. Ce risque il est quasiment inexistant en courant 12 volts car la tension est trop faible par rapport à la résistance du corps humain. Cependant, le risque est beaucoup plus important sur un circuit 230 volts et peut même conduire à la mort par électrocution. Le risque d'incendie, c'est vraiment le risque le plus important lorsqu'on fait un van aménagé ou un fourgon. Il peut venir de plusieurs manières. Ça peut être un court-circuit qui fait des étincelles et qui provoque un départ de feu. Ça peut aussi être un câble qui est trop fin, qui surchauffe et qui finit par prendre feu. Ou encore ça peut être une cosse mal sertie qui provoque un point chaud et un départ de feu. Pour limiter ces risques, il convient d'installer des sécurités sur le circuit électrique. Et même si ce point n'est quasiment jamais vérifié lors de l'homologation VSP, on vous conseille d'y faire particulièrement attention car il en va de votre sécurité et de celle de votre véhicule. Pour commencer, il est important de bien dimensionner tous les fils électriques que vous allez utiliser. La section de chacun des fils doit être choisie en fonction de l'intensité qui va passer dans le fil et de la longueur du fil. En effet, un fil électrique a une résistance interne qui va dépendre de sa longueur et de sa section, et cette résistance interne elle va provoquer des pertes par effet Joule, ce qui va se traduire par un échauffement du fil, ainsi qu'une chute de tension qui pourrait faire dysfonctionner certains appareils. C'est le fameux U égale RI, donc plus l'intensité sera grande, plus l'effet sera important. Le mieux c'est de faire un schéma de votre installation électrique avec toutes les longueurs et toutes les intensités, et je vous montre comment faire ça juste après. La norme qui régit l'installation électrique 12 volts dans un véhicule aménagé, c'est la norme NFEN 1648-2. Cette norme elle donne les règles de dimensionnement des fils électriques. Pour ça, il existe deux méthodes. La première méthode, c'est de calculer la section minimale en utilisant la formule qui est présente dans la norme. On utilise la longueur aller-retour du fil, l'intensité maximale dans le fil et on obtient la section en millimètres carrés. Nous, c'est la méthode qu'on utilise parce que ça permet d'automatiser les calculs dans une feuille Excel. La seconde méthode, elle est plus rapide, c'est d'utiliser tout simplement les abats qui sont fournis dans la norme. À gauche du graphique, on sélectionne notre intensité. En bas, on sélectionne la longueur du fil aller-retour et on croise pour obtenir la section minimale à utiliser. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les fiches de calcul et les graphiques directement sur notre blog. Et attention, quand vous allez acheter tous vos fils électriques, les normes automobiles vous obligent à installer des fils souples, car les fils rigides comme ceux utilisés dans les maisons ne supportent pas les vibrations du véhicule et finiraient par casser. Pour être sûr d'avoir les bons fils, il faut prendre des fils H07 VK. Après avoir dimensionné tous les fils dans leur cadre d'utilisation normal, il est nécessaire de dimensionner la sécurité en cas de surintensité, c'est-à-dire dans le cas où l'intensité dépasse celle qui a été prévue au départ. Ça peut arriver en cas de dysfonctionnement de l'appareil connecté ou encore en cas de court-circuit. Dans ce cas, le câble risque de surchauffer, de fondre, voire de créer un départ de feu. Pour éviter ce problème, on va installer des fusibles sur tous les fils, et en cas de surintensité, le fusible il va chauffer avant le câble, il va fondre et couper le courant avant que le câble puisse surchauffer. La fonction du fusible, c'est donc de protéger le fil et non pas l'appareil connecté. Le dimensionnement du fusible se fait à l'inverse du dimensionnement des fils. En inversant la formule ou les abacs, on obtient l'intensité maximale acceptable dans le circuit en fonction de la section qu'on a choisie. Il faudra alors choisir un fusible avec un calibre inférieur à cette intensité max acceptable, mais supérieur à l'intensité maximale prévue en fonctionnement normal. Et attention à ne pas choisir des fusibles trop proches de l'intensité nominale de fonctionnement, au risque de les voir sauter trop rapidement. Pour être aux normes, les fusibles doivent être installés sur le câble positif du circuit et être au plus proche possible de la batterie, idéalement à moins d'1 mètre. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie sur le dimensionnement des systèmes électriques, je vous propose de passer à la pratique et on vous montre l'exemple de notre fourgon aménagé. On se retrouve devant l'ordinateur pour faire le schéma du système électrique. Ce schéma il va nous suivre pendant toute la durée des travaux. Dessus, on va retrouver toutes les informations concernant l'électricité, on va trouver toutes les sections de câbles, les longueurs de câbles, les puissances, les intensités et les tailles de fusibles.
Donc je vous montre tout de suite comment le faire. On nous demande très souvent quel logiciel on utilise pour faire tous nos dessins techniques. Alors moi personnellement j'utilise beaucoup le logiciel Microsoft Visio, mais c'est un logiciel qui est payant, qui n'est pas forcément nécessaire. Il y a plein d'alternatives gratuites qui fonctionnent très bien. Là pour l'exemple on va utiliser Google Slides, qui est un logiciel gratuit et disponible en ligne. Donc en fait c'est un équivalent de PowerPoint. C'est pas du tout un logiciel qui est fait à la base pour faire des dessins techniques, mais ça fonctionne très bien comme vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, là on se retrouve sur le logiciel, on va pouvoir commencer une nouvelle présentation. Donc voilà, on va pouvoir commencer par supprimer ce qui a par défaut parce que ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça on va pas en avoir besoin non plus. Je vous conseille de commencer par configurer la page pour avoir une grande page parce que nous on va avoir beaucoup d'informations à rentrer. Donc moi j'aime bien travailler sur un fichier en 4K, donc c'est 3840 par 2160. Donc voilà, et ensuite ça je n'ai pas besoin non plus. Donc là on va pouvoir commencer notre schéma. Donc vous allez voir, nous on fait des schémas très simplistes dans le sens où on va faire que des formes très simples, on va faire des carrés et des ronds pour représenter les différents éléments. On va pas du tout intégrer de photos pour avoir un rendu réaliste. Moi je trouve que c'est beaucoup plus clair de juste faire des carrés et de marquer en toutes lettres à quoi ça correspond. C'est plus facile à lire et c'est beaucoup plus rapide à faire également. Donc on va commencer par faire tous nos consommateurs. Donc on va faire un rectangle et on va commencer par faire le lanterneau ventilateur. Je note aussi à chaque fois l'ampérage de l'appareil et sa puissance si je l'ai. Donc là c'est 3 ampères et 36 watts. Hop, donc ensuite mon rectangle je vais le faire un peu plus petit parce qu'on a beaucoup d'éléments à mettre. Donc voilà, là c'est pas trop mal. Je vais faire une petite mise en forme pour que ce soit un peu plus joli. Donc les consommateurs par exemple je vais les mettre en vert comme ça et une écriture blanche. Donc voilà, là c'est pas trop mal, j'ai mon lanterneau ventilateur qui est représenté avec son intensité et sa puissance. Maintenant je vais juste faire la même chose pour tous mes consommateurs. Donc je vais tout simplement copier-coller à chaque fois mon rectangle pour éviter de tout refaire à chaque fois. Bon voilà, on a tous nos consommateurs en vert sur notre schéma, on va pouvoir s'attaquer maintenant au câblage. Donc on va faire le câblage des LED. Donc les LED en fait elles sont réparties en 3 zones. On a 3 LED qui seront au-dessus de la cuisine et de la salle de bain. On a 4 LED qui seront au-dessus de la table et 2 LED qui seront seulement au-dessus du lit. Donc je vais commencer par représenter les 3 interrupteurs qui permettent d'allumer chacune des zones. Donc les interrupteurs, je vous propose de les faire avec un carré. Hop, un interrupteur. Et on n'a qu'à les faire en orange. Donc voilà, j'ai mes 3 interrupteurs, maintenant je vais pouvoir les relier au LED. Donc pour ça on va utiliser l'outil trait qui est juste au-dessus ici. Je vais venir sélectionner les 2 éléments que je veux relier, donc là ça va être l'interrupteur et ma LED. Donc ça va me faire un trait entre mes 2 éléments, ça va représenter notre fil. Donc là vu que c'est des fils positifs, je vais les mettre en rouge. Et je vais les mettre un peu plus épais, en 4 pixels d'épaisseur pour qu'ils soient bien visibles. Donc là c'est pas trop mal. Et ensuite je vais faire un autre trait de l'autre côté de ma LED qui sera le câble négatif, donc en noir. Donc pour l'instant il est relié à rien du tout, on reviendra dessus un peu plus tard. Après ça je vais pouvoir relier mes autres LED, donc les LED en fait elles vont être branchées en parallèle. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un trait entre ma première LED et ma deuxième, toujours en rouge. Ensuite je vais le copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, pour le mettre à côté, et cette fois-ci en noir, ce sera le câble négatif. Donc je copie pareil les 2 câbles pour la 3e LED. Et je vais faire exactement pareil pour les 2 autres zones. Donc voilà, on a câblé les 3 zones de LED. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir ajouter un petit variateur avant les interrupteurs, ce qui va me permettre de venir faire varier l'intensité des lumières. Bon voilà, on a fini le câblage des lumières, on va pouvoir s'attaquer aux autres consommateurs. Donc bien sûr on va pas les brancher directement sur la batterie, on va les brancher sur un porte-fusible qu'on va dessiner tout de suite. Et dedans je vais venir dessiner 12 petits ronds qui représenteront les 12 fusibles qui iront dedans. Bon voilà, on a représenté notre porte fusible, maintenant on va pouvoir connecter chacun des consommateurs sur un des fusibles. Donc là on a tous les câbles positifs qui vont entre le porte fusible et tous nos consommateurs.
Maintenant, on va faire les câbles négatifs, donc les câbles noirs. Et là, pour garder un schéma simple et très lisible, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas relier mes câbles négatifs, donc mes fils noirs, jusqu'aux portes fusibles. Ça ferait beaucoup trop de croisements de fils et ce serait pas très lisible. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire un gros rectangle noir ici, qui relie tous mes fils. Et là, je vais mettre un petit texte pour dire que ça représente la barrette négative du porte fusible. Alors forcément, mon texte est plutôt trop gros, on va l'écrire en petit. Donc voilà, je préfère faire comme ça évite les croisements de fils et ça améliore grandement la lisibilité du schéma. Et pour le retour des câbles négatifs entre les LED et le variateur, je vais faire exactement le même principe. Je vais faire une barrette noire qui va représenter la borne négative du variateur. Donc voilà, cette fois-ci c'est bon, le câblage de tous les consommateurs est fait. On va pouvoir passer au côté alimentation du circuit électrique. Donc on va commencer par représenter la batterie. On va faire un rectangle. Donc on l'a vu précédemment dans la vidéo, nous on va installer une batterie de 200 Ah, ce qui conviendra parfaitement à nos besoins. Maintenant avant de faire le câblage de l'alimentation, on va représenter tous les chargeurs. Donc on va commencer par les panneaux solaires. On va installer deux panneaux solaires de 200 watts. Ça fera un total de 400 watts de puissance solaire. Donc là on a nos deux panneaux solaires de 200 watts et le MPPT pour les contrôler. Donc on va pouvoir faire le câblage entre les panneaux solaires. Donc là on a le choix entre les connecter en série ou en parallèle. Donc pour rappel, si on les connecte en série, on va additionner leur tension mais pas leur intensité. Et en parallèle, ce sera l'inverse. Donc le choix là entre série ou parallèle, il va surtout dépendre du contrôleur, donc du MPPT. Moi je sais que le MPPT que je vais choisir, il a une tension d'entrée assez élevée, donc je peux me permettre de les brancher en série. Donc c'est ce que je vais faire. Je sais que ça permet d'optimiser un peu plus le rendement des panneaux solaires et surtout ça permet de réduire l'intensité dans les câbles. Maintenant on va pouvoir dimensionner le MPPT. Donc on va commencer par regarder la tension en circuit ouvert des panneaux solaires. Donc dans mon cas, la tension je sais qu'elle est de 21,5 volts. C'est la même tension pour les deux panneaux parce que c'est les deux mêmes. Et vu que mes panneaux sont branchés en série, je sais que la tension maximale qui arrivera au MPPT, et ce sera la somme de ces deux tensions, donc 43 volts. Et vu qu'on sait qu'il faut rajouter 10 à 20% pour prendre en compte les variations liées à la température, je vais partir sur une base de 50 volts. Maintenant pour l'intensité maximale en sortie du MPPT, on a 400 watts de panneaux solaires, donc il nous faudrait au minimum 33 ampères. Avec ces données, on peut choisir le MPPT qu'il nous faut, donc dans notre cas ce sera le Victron Energy 130. Donc c'est un MPPT qui a une tension acceptable en entrée de 100 volts, donc c'est largement suffisant par rapport aux 50 volts qu'il nous fallait. Au niveau de l'intensité de sortie, il a seulement 30 ampères, donc c'est un petit peu en dessous de ce qu'on voulait. Mais en pratique, c'est pas vraiment gênant parce qu'avec les pertes liées aux différents rendements des différents équipements, on serait jamais arrivé à 33 ampères, donc là on sera largement suffisant. Et en effet, Victron Energy préconise ce MPPT pour des panneaux solaires allant jusqu'à 440 watts, donc là on est bien en dessous, donc ce sera très bien. Donc voilà pour la recharge solaire. Maintenant on va ajouter un deuxième moyen de recharge, ça va être le chargeur DC-DC, parce qu'on a envie de pouvoir recharger en roulant si on n'a pas trop de soleil. Donc là on l'a vu tout à l'heure, au niveau du dimensionnement c'est pas très compliqué, il faut juste choisir une intensité en fonction de la vitesse de recharge que l'on souhaite. Donc nous, vu que c'est un moyen de recharge secondaire, on n'a pas besoin d'un chargeur très puissant, donc on va partir sur un modèle 18 ampères, toujours chez Victron Energy. Et parce qu'on n'est jamais trop prudent, on va aussi prévoir un petit chargeur secteur pour pouvoir se brancher à la maison ou au camping si jamais on a besoin. Le chargeur secteur, ce sera vraiment un chargeur de secours, on va quasiment jamais s'en servir, donc on n'a pas pris un modèle très puissant, on est parti sur un modèle de 15 ampères. Donc pour vous donner un ordre d'idée, avec notre batterie de 200 Ah, si on la décharge entièrement, il faudrait environ 15 heures pour la recharger par le secteur, donc c'est assez long, mais en même temps on sait que ça arrivera quasiment jamais. Donc là, il faut quand même que je fasse le câblage qui va du chargeur DC à la batterie moteur, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, là on a nos trois moyens de recharge, on va pouvoir maintenant les connecter sur la batterie. Donc bien sûr, pour les connecter à la batterie, il faudra passer par des fusibles, donc on va les représenter. Et comme on l'a dit, les fusibles, ils sont toujours sur le câble positif, donc le câble rouge. Et en pratique, les chargeurs, on va pas aller les connecter directement sur la batterie, on va passer par un petit bornier qui va éviter d'avoir toutes les cosses directement sur les bornes de la batterie. Et encore une fois, dans un souci de lisibilité du schéma, je ne vais pas vraiment représenter les câbles négatifs des chargeurs qui vont jusqu'au bornier négatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit trait en pointillé, écrire un texte en dessous comme pour le bornier du porte-fusible,
pour écrire retour bornier négatif. Donc voilà, comme ça je sais que le câble là il retourne jusqu'au bornier négatif, mais j'ai pas besoin de le tracer entièrement, ça m'évite d'avoir des câbles dans tous les sens et d'avoir un schéma qui soit totalement illisible. Bon voilà, le schéma il commence à prendre forme, on va pouvoir relier la partie alimentation à la partie consommateur. Donc je vais ajouter un fusible entre mon bornier positif et mes consommateurs, ça me permettra de protéger toute l'alimentation des consommateurs et ça me permettra aussi ensuite de brancher un convertisseur 230 volts. Je vais aussi en profiter pour représenter le convertisseur 230 volts que j'ai pas représenté au début. Donc je vais le mettre ici. Je ne le connecte pas directement sur une des sorties du porte-fusible, tout simplement parce que c'est des appareils qui tirent énormément d'intensité. Là je crois que celui-là on va monter jusqu'à 70 A et le porte-fusible il n'est pas du tout fait pour être traversé par une aussi grosse intensité. Donc je le branche avant, juste après le fusible qui sera ici. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être de dimensionner tous les fils et les fusibles. Donc ce que je vais faire, c'est que pour chacun des fils que j'ai représentés sur mon schéma, je vais venir noter à côté sa longueur et l'intensité max qui est prévue de passer dans le fil. Et on se servira de ces données pour calculer les sections des fils et les fusibles. Maintenant qu'on a bien renseigné toutes les caractéristiques de notre circuit, on va pouvoir passer au dimensionnement. Donc pour ça, on va changer de logiciel, on va passer sur un tableur et je vais ouvrir mon fichier de calcul. Si jamais ce fichier vous intéresse, vous pouvez le retrouver en description de cette vidéo ou bien sur notre blog. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ici la liste de tous les fils qu'on a dans notre circuit électrique. On va renseigner à chaque fois l'intensité maximale prévue et la longueur du fil. Et ça viendra calculer automatiquement la section minimale qu'il faut prévoir en partant de la formule qui est présente dans la norme. Donc par exemple, là si je mets les panneaux solaires, l'intensité maximale sera de 11,6 ampères, la longueur sera à peu près de 7 mètres, et là on voit bien que ça m'a calculé automatiquement la section minimale à prévoir, donc 5,4 mm² dans ce cas-là. Maintenant je vais compléter mon tableau avec tous les fils de mon circuit. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a rentré tous les fils avec les intensités et les longueurs. Donc j'ai bien toutes mes sections minimales. Donc là j'ai juste mis un code couleur pour m'y retrouver, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Maintenant qu'on a calculé toutes nos sections minimales, on va pouvoir passer à l'étape suivante et on va choisir les sections pour chacun des fils. Donc si on prend le premier fil ici, qui est le fil qui va des panneaux solaires jusqu'au MPPT, il me faut une section minimale de 5,4 mm². Donc je vais pouvoir choisir juste à côté dans le menu déroulant une section supérieure à ce chiffre. Donc là je vais prendre du 6 mm². Et on voit que tout de suite ça me calcule deux chiffres à côté. Ça me calcule la perte de tension dans ce fil, donc là 0,3 volts, et le chiffre Fmax qui correspond au fusible maximum que je vais pouvoir installer pour protéger le fil. Ensuite je fais la même chose pour tous les fils. Donc par exemple le fil qui va du MPPT au bornier, il me faut une section minimale de 4 mm². Donc je vais choisir une section juste à côté. Et là je vais un peu surdimensionner mon fil, je vais prendre du 10 mm². Donc là c'est un choix personnel, je pourrais très bien prendre du 6 mm², voire même du 4 mm². Et vu qu'il va y avoir pas mal d'intensité à passer dans ces fils, je préfère vraiment surdimensionner. Donc je vais prendre du 10 mm² pour tous les chargeurs. Donc le chargeur secteur en 10 mm² et le chargeur DC-DC en 10 mm² aussi vers la batterie auxiliaire. Et par contre, vu que la longueur est très importante pour relier la batterie moteur, là ce sera du 16 mm². Et je continue comme ça pour tous mes fils. Ensuite, le choix des sections il va aussi se faire en fonction des fils que j'ai de disponibles parce que j'ai pas envie d'acheter trop de sections différentes. Donc là, par exemple, si je prends le lanterneau-ventilateur, j'ai mis un câble de 4 mm, c'est largement surdimensionné par rapport au 1,6 mm² dont j'ai vraiment besoin. Mais j'ai pas envie d'acheter un câble de 2,5 mm² juste pour le lanterneau-ventilateur. Donc je surdimensionne un petit peu et je mets du 4 mm². Et c'est pareil pour tout ce qui va être lumière. Je vais tout câbler en 1,5 mm, même si c'est pas forcément nécessaire. Comme ça m'évite d'acheter des câbles plus petits. Et enfin, on va pouvoir passer à la dernière étape du dimensionnement. On va choisir tous les fusibles qui vont protéger les fils. Donc là, par exemple, si je m'intéresse aux fils qui vont du MPPT au bornier, il va falloir que je choisisse un fusible avec un calibre supérieur à l'intensité prévue dans le circuit, donc supérieur à 30 ampères, mais inférieur au calibre maximal admissible avec mon câble de 10 mm². Donc là, par exemple, je vais pouvoir choisir un fusible de 40 ampères. Et je vais faire pareil pour tout le reste. Bon voilà, on a choisi tous nos fusibles. Donc vous pouvez voir que la première case là pour les panneaux solaires, j'ai rien rentré, c'est tout simplement parce qu'on va pas mettre de fusible sur ces fils, il n'y en a pas besoin au niveau des panneaux solaires.
Ensuite, on a quelques cases en rouge, donc c'est les endroits où on a des problèmes. En général, c'est qu'on a des fusibles trop élevés par rapport au calibre maximal acceptable dans le fil. Donc on va regarder plus en détail ce qui se passe. Donc par exemple, si on regarde les fils qui vont du bornier jusqu'à la boîte à fusible, j'ai un Fmax de 75 A, mais moi j'aimerais bien pouvoir mettre un fusible de 100 A. C'est tout simplement parce que ce sera le même fusible que pour le convertisseur, donc je peux pas me permettre d'avoir un fusible en dessous de 83 A. Donc ce que je vais faire pour que ça passe, c'est que je vais tout simplement augmenter la section de ce fil. Je vais la passer en 25 mm² et là on est bon. Ensuite, si on regarde au niveau de la pompe à eau, j'ai un problème un peu similaire. J'ai un calibre de fusible qui est trop élevé. Donc en fait, le souci que j'ai ici, c'est que l'intensité nominale elle est à 4,5 A. Et vu que j'ai pas du tout surdimensionné mon fil, je me retrouve avec un Fmax qui est aussi de 4,5 A. Donc si j'avais un fusible de 4,5 A, ça poserait pas de problème. Sauf que ça n'existe pas, je suis obligé de mettre un fusible de 5 A. Donc pour régler le problème, j'ai surdimensionné un petit peu mon fil de la pompe à eau. Et je vais le mettre en 4 mm², comme ça fonctionne bien. Donc bien sûr en pratique j'aurais pu laisser tel quel, c'est pas 0,5 A qui aurait fait brûler mon fil, mais je préfère surdimensionner pour être tranquille. Ensuite au niveau des lumières j'ai un problème également, j'ai tous mes fusibles qui sont en rouge. Donc en fait tout ça c'est un seul et unique fusible, c'est le même fusible qui protège toutes les LED d'un coup. Donc c'est un problème un peu identique, je me retrouve avec un fusible de 3 A pour un Fmax de 2,8 A. Et je peux pas non plus mettre un fusible de 2 A, sinon ça risquerait de sauter quand j'aurai toutes les lumières d'allumées. Vu qu'au niveau du variateur, j'aurai 2,25 A. Donc je vais aller vérifier les longueurs exactes que j'ai dans le fourgon en espérant qu'elles soient quand même un petit peu inférieures à ce que j'avais prévu. Donc bonne nouvelle, comme je pensais, les longueurs sont quand même un peu inférieures à ce que j'avais prévu au départ. Je suis plus autour de 6-7 mètres. Donc en mettant la longueur plus réaliste de 7 mètres dans mon tableau, j'ai plus de problème, je me retrouve avec un Fmax qui est bien supérieur à 3 A. Donc là c'est bon, on a fini le dimensionnement, on va pouvoir revenir sur notre schéma pour pouvoir indiquer toutes les sections de fil et les calibres des fusibles. Bon voilà, on a retranscrit tout le dimensionnement sur notre schéma. Vous pouvez noter qu'à chaque fois je marque les informations que sur le fil rouge, et c'est parce qu'en réalité le fil noir il sera forcément de la même section. Donc si j'ai le fil rouge en 10 mm², je sais que le fil noir de l'autre côté sera aussi en 10 mm². J'ai représenté tous les fusibles de la même manière, mais je vais changer ça parce que ce ne sera pas tous les mêmes fusibles. Ceux qui seront dans la boîte à fusibles, ça va être des fusibles automobiles assez classiques, et ce ne sera pas le cas pour les autres, notamment pour tous ceux qui sont au niveau des chargeurs. Je vais plutôt utiliser des fusibles lames qui sont plus adaptés à des grosses intensités. Donc pour pas oublier ça, je vais changer la couleur, tout simplement. Et là, pour le fusible de 100 A, je ne vais pas mettre de fusible lame, je vais plutôt mettre un disjoncteur. Donc la différence entre un fusible et un disjoncteur, c'est que le fusible, s'il saute, il brûle, donc on est obligé de le changer. Le disjoncteur, lui, il suffit juste de le réarmer. Par contre, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher qu'un fusible, donc on évite d'en mettre partout. Mais là, je vais en mettre un, comme ça il pourra aussi me servir de coupe-circuit pour couper l'alimentation de tous les consommateurs. Donc là, on a fini le schéma de notre installation 12 volts. On a bien tout dimensionné, que ce soit au niveau des fils ou des fusibles. Et on pourrait très bien s'arrêter là, le schéma il est suffisant pour aller faire l'installation. Mais moi, je vais quand même rajouter quelques détails comme le coupe-circuit au niveau de la batterie, le circuit 230 volts ou encore l'interrupteur pour la pompe. Donc ce coupe-circuit servira à déconnecter entièrement la batterie du circuit électrique. Ça servira en cas de maintenance ou bien en cas d'hivernage. Cette fois-ci, le schéma électrique il est totalement terminé, j'ai intégré vraiment tous les derniers éléments. J'ai intégré tout ce qui était contrôleur, donc pour le boiler, pour le chauffage, ainsi que le BMW 712 pour contrôler le niveau de la batterie. Et j'ai aussi représenté toute la partie 230 volts, avec la prise P17 ici, qui va dans le disjoncteur différentiel 10 A pour aller dans le chargeur secteur, afin de pouvoir recharger la batterie en se branchant. Ensuite, le 230 volts, on en a aussi ici, au niveau du convertisseur 230 volts. Donc le convertisseur, j'en ai pas trop parlé, ce qui va permettre de transformer le courant continu 12 volts de la batterie en courant alternatif 230 volts, donc comme à la maison. Donc ça va nous permettre de brancher tous les appareils qui fonctionnent en 230 volts alternatifs. Par contre, on ne va pas s'en servir par exemple pour brancher les téléphones comme on ferait à la maison, parce qu'en fait le convertisseur 230 volts il n'a pas un très bon rendement, donc ça n'aura pas beaucoup de temps de partir d'un courant 12 volts continu pour le transformer en 230 volts alternatif, pour ensuite le retransformer en 5 volts continu pour pouvoir brancher notre téléphone via une prise USB. Donc en fait ce qu'on va faire, on va directement utiliser des convertisseurs 12 volts vers 5 volts pour brancher les téléphones, et c'est les prises qu'on a ici. Bon voilà, maintenant que le schéma est terminé, on va l'enregistrer, donc on va cliquer sur imprimer, ça va nous générer un PDF qui va être enregistré dans l'ordinateur, on n'aura plus qu'à l'imprimer pour aller travailler sur le fourgon.
Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On a essayé de balayer un maximum le sujet, même si on n'a pas pu parler de tout. L'objectif de cette vidéo, c'était que vous puissiez vous lancer dans la réalisation de votre installation en toute sécurité, et surtout en comprenant bien les bases de fonctionnement d'un système électrique. Donc on espère que c'est réussi, et n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, on a très envie de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien sûr, tout ça aurait été beaucoup plus simple si on avait installé une batterie nomade où tout était inclus, mais nous on n'est pas vraiment fan de cette solution pour les gros aménagements comme celui qu'on est en train de faire. C'est beaucoup plus cher qu'une installation fixe modulaire comme on a fait, et surtout en cas de panne c'est vraiment embêtant parce qu'on va être obligé de changer la batterie entière. Au final, on conseille ce type de batterie nomade uniquement pour les petits aménagements avec des besoins électriques très sommaires, ou alors si vous avez besoin de sortir la batterie pour pouvoir l'utiliser en dehors du véhicule. Enfin, si vous voulez plus de détails sur certains sujets, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog, on y publie très régulièrement de nouveaux articles bien détaillés. Et bien sûr, maintenant qu'on a tout dimensionné, il va falloir passer à l'installation, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.